Bonjour, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les deux sessions se déroulent actuellement à Beijing où les grandes orientations en matière de développement du pays sont au cœur des discussions. Quelle direction prendra l'économie chinoise en 2024 et quels seront les objectifs du gouvernement et quels seront les principaux défis à relever? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau basé à Beijing. Bonjour. Bonjour. En tant qu'économiste, quel est votre diagnostic sur la santé économique de la Chine aujourd'hui? En fait, oui, l'économie chinoise se porte bien, au moins pour l'année dernière. Donc le taux de croissance était de 5,2%, en dépit de tous les rumeurs qui courent sur la Chine, disant que la Chine va toucher le plafond, où la croissance chinoise va arriver à ses limites. Et en fait, la réalité a déjoué tous ces pronostics sur l'économie chinoise. En fait, oui, on a probablement sous-estimé les effets de la conséquence de la pandémie sur l'économie. Donc, dans un certain nombre de secteurs, on n'est pas très content. Après la reprise de l'économie chinoise. Mais tout de même, nous avons réussi à développer un certain nombre de secteurs de nouvelles technologies qui sont vraiment à la tête du monde et qui se sont montrés de très bonnes performances, qui a réussi à tirer la croissance, en particulier qui a soutenu l'exportation chinoise dans le domaine de l'énergie renouvelable, en fait. C'est l'exportation des panneaux solaires ou des équipements de la production de l'énergie renouvelable. C'est aussi l'exportation des véhicules électriques, etc. etc. On va revenir un peu plus en détail plus tard. Alors, on voit que dans le rapport du gouvernement de cette année, lors des deux sessions, l'objectif de croissance a été fixé à 5%. Donc, qu'en pensez-vous de cette prévision? Je pense que c'est un objectif relativement raisonnable. Parce que, tout de même, il faut tenir compte de l'environnement international. Pour le moment, la croissance globale n'était pas très robuste. Parce que les économies principales commencent à connaître une période relativement de rétrécissement. Car les banques centrales de ces économies commencent à rétrécir la politique monétaire après une période d'assouplissement plus que généraux. De ce point de vue, la demande extérieure est en train de se réduire, tandis que la demande intérieure chinoise commence à s'accroître. Après la fin complète de la pandémie et après que les mesures prises par le gouvernement chinois commencent à donner des effets successifs sur le marché chinois, donc relativement parlant, en 2024, il y aura un petit rebond de la croissance et donc de la reprise de l'économie chinoise. Donc normalement, je pense qu'à la fin de l'année, le taux de croissance sera légèrement supérieur maintenant aux objectifs fixés par le gouvernement, c'est-à-dire légèrement supérieur à 5%. À 5%. Alors, on voit que le rapport d'activité a été très très riche, qui touche beaucoup de domaines et puis on a avancé beaucoup de politiques aussi dans le rapport. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué? Oui, mais on a insisté sur l'investissement dans de nouvelles dans des domaines de nouvelles technologies. Ça, on appelle ça un peu le développement des nouvelles capacités ou des capacités de nouvelles économies, en quelque sorte. L'intelligence artificielle est de plus en plus mise en service de la consommation et de la production. Et la Chine mise aussi sur le développement de cette technologie nouvelle. La différence entre la Chine et les États-Unis, par exemple, est que la Chine insiste beaucoup plus sur l'aspect de la production, alors qu'aux États-Unis, l'aspect est beaucoup plus en faveur de la consommation.
C'est ça la grande différence. Et c'est pour cela que tout dernièrement, le gouvernement chinois va lancer des emprunts de long terme sur le marché de capitaux pour lever des fonds et financer des activités d'investissement dans des domaines de nouvelles technologies, je pense. Alors, parlant des politiques monétaires, par exemple, lancer des emprunts et tout, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend un plan de relance massif? Ce n'est pas un plan de relance massif, contrairement en 2008. Cette fois-ci, on va bien sûr stimuler la croissance, mais dans des domaines bien pointus, bien spécifiques. Donc les gouvernements locaux ont été permis à nouveau par le gouvernement central de lever des fonds pour assurer la continuation de leurs travaux. Des travaux qui ont été entrepris dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de la construction des appartements, dans le domaine de l'élargissement, de l'urbanisation, etc. Ces projets seraient rassurés par un investissement de fonds ou un renouvellement de fonds, une autorisation. Le feu vert a été donné par le gouvernement central pour que les gouvernements provinciaux puissent continuer à renouveler ce genre de projet. Et aussi, le gouvernement central a levé un fonds spécial, un emprunt de longue haleine de plus de 1000 milliards de yuan pour financer aussi des projets d'investissement public. Ça aussi. Et le Premier ministre, Li Qiang, a pris un engagement que dans les années à venir, on va continuer à financer ces projets de longue haleine avec un lancement d'emprunt qui n'est pas encore prévu dans ce qu'on appelle le budget du gouvernement. Mais est-ce qu'il y aura un risque de dette? En fait, le niveau d'endettement du gouvernement chinois, surtout du gouvernement central, était vraiment dérisoire. Il est à peu près 30% du PIB. Même, c'est loin d'arriver à un niveau alarmant de dette publique. C'est rien. À mesure que la croissance chinoise continue, eh bien, si on regarde l'augmentation de la recette fiscale, en fait, contrairement à l'année dernière, l'augmentation de la recette fiscale est très importante, ce qui permet au gouvernement non seulement de renouveler ses dettes, mais aussi d'élargir un peu des emprunts publics sur le marché. Alors, quelles sont les réformes qui vous semblent le plus nécessaires aujourd'hui, qui ont été annoncées dans le rapport? En fait, ce n'est pas une espèce de réforme, c'est un changement d'idée, de mentalité. C'est-à-dire changement de mode de croissance, de mode de développement, etc. C'est-à-dire que dans le passé, on a toujours pensé que la réforme serait entreprise sur le côté de l'offre. Il faut ouvrir toujours de nouveaux produits, il faut toujours restructurer la production. Et cette année aussi, dans le rapport du gouvernement, on va encore renouveler les équipements de production. On encourage les entreprises à renouveler les équipements de production pour rendre leur production plus efficace. Mais à part cela, il y aurait un peu de réforme aussi du côté de la demande, de la consommation, de la formation. En fait, depuis ces dernières années, il y a déjà des efforts de réduction de l'impôt, par exemple. La réduction de l'impôt, de taxes, etc., ce sont des mesures prises en faveur de la consommation et de l'investissement. Et ces efforts vont continuer. Le gouvernement va continuer à réduire la charge fiscale des entreprises et des individus, des consommateurs, si bien que le côté de la demande serait un peu élargi
avec une augmentation du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat de la population, mais aussi de l'entreprise. Il y a un phénomène important qui n'est pas suffisamment bien mis en exergue par la presse, c'est l'année dernière, en 2023, l'augmentation par tête habitant du pouvoir d'achat est supérieure à l'augmentation du taux de croissance du PIB. En fait, l'année dernière, nous avons un taux de croissance de 5,2%, mais le taux de l'augmentation du revenu de la population par tête habitant est à 6,3%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est supérieur au taux de croissance du PIB. Donc, ce qui manque que finalement, le marché de consommation sera de plus en plus élargi, important, pour tirer la croissance. Il y a une réforme qu'on constate depuis assez longtemps, c'est une sorte d'intégration régionale, si je peux l'appeler ça. Par exemple, il y a un plan de développement dans le nord de la Chine qui comprend Beijing, Hebei et Tianjin, et dans le delta de Yangtze, et aussi des plans qui regroupent Hong Kong et Macao. Et quel rôle joue ce genre de, si je peux dire, régionalisation dans le développement de la Chine? Oui, c'est un développement qui était déjà très à la mode dans les années 1970, 80, au Japon, aux États-Unis. Et puis, ils avaient inventé un terme qui est City Cluster. City Cluster, c'est le mot anglais pour ça, pour dire qu'il y aurait une restructuration régionale des villes pour constituer des pôles de développement. Un pôle de développement pour constituer ce genre de chaîne de provision, d'approvisionnement un peu plus élargie, etc., etc. Mais la Chine a essayé de constituer ce pôle de développement un peu partout. Au centre du fleuve Yangtze, au delta du fleuve Yangtze, c'est-à-dire en aval du fleuve Yangtze, de même que pour la région de la rivière de Perle, dans le sud, à Guangdong, etc. Et on essaie aujourd'hui de créer ce qu'on appelle une grande baie, c'est-à-dire que Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen, etc., toute cette région du delta de la rivière de Perle, qui serait réunifiée pour constituer une chaîne d'approvisionnement complète. Ce serait la zone la plus importante de la manufacture dans le monde. C'est une très grande zone. Hein. C'est ça, mais c'est dans le nord, c'est ça. C'est une restructuration de la ville de Pékin, de Tianjin, de la nouvelle ville, Xiong'an, plus que quelques villes tout autour de cette zone-là. Vous avez évoqué au début de l'émission les secteurs d'innovation. Donc, pouvez-vous nous en parler davantage, c'est-à-dire que par quel genre de moyens et sur quel secteur exactement que les politiques vont être le plus favorables et quels sont les secteurs les plus prometteurs dans l'économie chinoise? Oui, pour le moment, on parle beaucoup du développement de l'intelligence artificielle. Donc, l'application de l'intelligence artificielle aux autres secteurs, etc., va être la priorité du gouvernement chinois. Regardez, dans le rapport du gouvernement, le Premier ministre Li Qiang a beaucoup insisté sur le développement des nouvelles capacités de la nouvelle économie. C'est ça. C'est de créer des conditions où l'intelligence artificielle serait mise au service de différents secteurs de la production manufacturière. Et tout dernièrement, il y a une exposition à Madrid, en Espagne, sur les nouveaux produits technologiques dans le monde, etc. Plusieurs sociétés chinoises de technologie, de haute technologie, ont exposé leurs produits
en particulier Huawei, Xiaomi, etc., ils ont fait exposer des produits chinois, et ce sont des produits chinois qui utilisent jusqu'à des grandes équations de l'intelligence artificielle, etc., pour rendre les produits manufacturiers des voitures, etc., plus intelligents, qui répondent à la demande de l'utilisateur instantanément, qui pourrait même penser à l'avance, qui pourrait vous servir des services auxquels vous n'avez même pas pensé. Les machines sont devenues tellement intelligentes que vous allez avoir l'impression que l'humanité est un peu dépassée. Oui, c'est ça. Ces produits ont pensé pour vous à l'avance. Et justement, quand on parle des robots d'intelligence artificielle, je pense à une sorte de robot qui peut aider aux personnes âgées à la maison. Et ça répond à une évolution dans la société chinoise. C'est une société qui va vers une société qui a beaucoup de populations vieillissantes. Donc, dans le rapport du gouvernement, on a aussi avancé des suggestions des politiques dans ces mesures. Et comment la Chine aujourd'hui compte faire face à ce défi? Oui, il y a des deux côtés. Il y a aussi un côté de service social. Donc, en fait, la Chine est en train de préparer un service social qui pourrait adapter à la nouvelle situation. C'est-à-dire, la Chine est entrée dans une société vieillissante. Et il y aura beaucoup de besoins de services publics, à domicile, etc. C'est quand même un grand changement, n'est-ce pas? C'est un grand changement. Donc on essaie d'arranger avec de technologies nouvelles. On organise ce qu'on appelle des résidences intelligentes. C'est-à-dire que dans des villes comme Beijing, Shanghai, etc., dans les grandes métropoles, on divise des résidences. Donc tous les services seront fournis en l'espace à distance de 3 minutes. Tout sera divisé, donc il y aurait une restructuration de la ville, de la structure de ville, etc. À part ça, donc c'est un côté de l'organisation sociale. Mais il y a aussi l'offre de technologie qui serait à la demande de la population vieillissante, etc. Vous avez parlé de robots intelligents qui pourraient au service des personnes âgées, etc. Il y a aussi, il n'y a pas seulement robots, mais toutes sortes de machines qui seraient mises à la disposition des personnes âgées, des personnes qui ont besoin d'assistance extérieure pour faciliter leur vie quotidienne. Alors, vous avez évoqué lors du début de l'émission le contexte international. Comment évaluez-vous le défi pour l'économie chinoise? En fait, le défi est double. Car, d'une part, il y a, c'est-à-dire, cette tendance du ralentissement de la croissance mondiale. Effectivement, avec le rétrécissement de la politique monétaire, ce qui va affecter la consommation et l'investissement de ces économies développées. D'autre part, il y a le facteur géopolitique tend à jouer de plus en plus un rôle important. Car dans le passé, la mode était la mondialisation. Donc pour favoriser la connectivité des chaînes de production, etc., eh bien, les grandes économies ont fait appliquer des politiques plutôt libérales. Tandis que maintenant, dans le milieu des conflits géopolitiques, etc., on voit ce genre de conflit en Europe, sur le territoire ukrainien, et au Moyen-Orient, entre Israël et une partie de la Palestine. Eh bien, ce genre de conflit géopolitique détermine d'une certaine manière l'action des gouvernements qui participent en fait dans cette économie globale. Ils ont essayé de sortir des politiques publiques
visant à empêcher ou à retourner la mondialisation, donc à limiter les actions des entreprises. Donc les principes du marché n'est plus tellement mis en valeur. Ce n'est plus le principe du marché, de la liberté du marché, mais c'est le contrôle du gouvernement. Même en théorie économique, dans le monde occidental, il y a des gens qui prêchent ouvertement pour l'intervention de l'État, pour un étatisme économique ouvertement. Alors que c'était inimaginable il y a 10 ans, il y a 20 ans. Parce que c'est aussi eux qui ont initié la mondialisation, la libéralisation. Lorsqu'ils ont essayé de promouvoir la mondialisation, ils étaient dit que l'interventionnisme public était complètement nul, etc. Maintenant, ils essaient de reprendre les outils de l'interventionnisme public, etc. Mais ceci pourrait évidemment réduire l'efficacité de la production. Ceci va créer des obstacles au libre-échange du marché, et donc ceci va créer beaucoup de problèmes pour la croissance. Comme la Chine est un pays qui ont des liens multiples avec l'économie mondiale. Donc ceci va certainement affecter la croissance chinoise aussi. Donc la Chine va continuer à pousser la mondialisation en dépit de la résistance de la démondialisation apparue dans la plupart des pays occidentaux. On pense que gagnant-gagnant sera encore un scénario possible. Regardez la réaction de la plupart des grandes entreprises occidentales face à la nouvelle orientation politique de leur vie. Ces entreprises savent que le retour au protectionnisme, à l'intervention de l'État, etc., ne serait pas en faveur de l'élévation de l'efficacité de l'économie. Et de ce point de vue, ces entreprises ne partagent pas complètement les opinions des hommes politiques de leur pays. Si vous regardez, par exemple, au niveau européen, par exemple, la Commission européenne, de même que le Parlement européen, essaie de poser un certain nombre d'obstacles aux transactions commerciales et d'investissement entre la Chine et l'Europe. Mais si on regarde les statistiques, en dépit de ces obstacles politiques, les grandes entreprises européennes continuent à augmenter leur investissement en Chine, continuent à faire beaucoup d'affaires avec la Chine, y compris l'importation de la Chine, des pièces détachées, etc., ou l'exportation vers la Chine des produits qui sont considérés comme dangereux par leur gouvernement, mais ils continuent à vendre des produits à la Chine. Donc, ceci constitue un contraste frappant entre, une part, les hommes politiques et les business people, donc les hommes d'affaires. On va revenir un peu sur ça peut-être, parce que puisque vous parlez de l'Europe, la France est un pays très important en Europe, et cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine et la France. Donc comment voyez-vous la coopération économique et commerciale entre ces deux pays, et est-ce qu'il est possible qu'il y a une situation gagnant-gagnant qui est envisageable? Je pense que, bien sûr, il est tout à fait envisageable que la Chine et la France fassent un pas en avant dans la direction de la coopération économique. La France et la Chine avaient commencé à s'engager sur la voie de la coopération économique. Au début des années 1970, la Chine a décidé d'importer des équipements industriels importants de France. Il y a un proverbe, non, il y a on dit
On dit que c'est le premier ministre Zhou Enlai qui avait dit qu'à prix égal, la priorité à la France. C'est-à-dire qu'on accorde toujours une espèce de faveur aux échanges économiques avec la France. Et il ne faut pas oublier que dans les années 60, 80, etc., la France était un partenaire privilégié de la Chine dans le domaine de développement économique, de coopération économique entre les deux pays, entre l'Europe et la Chine. Et technologiquement parlant, la France a été l'origine principale de l'introduction de technologies avancées à l'époque. Et bien sûr, ceci a permis à des entreprises françaises de gagner des profits sur le marché chinois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des situations similaires. La France et la Chine ont beaucoup de points communs. Ils ont beaucoup d'intérêts communs. La France et la Chine sont des pays qui prennent très au sérieux les objectifs de la croissance verte, le développement de l'énergie renouvelable, de nouvelles énergies pour un développement durable, etc. etc. Et là-dessus, je pense que la Chine et la France trouvera beaucoup de points en commun. Et d'abord sur les objectifs, sur les moyens d'investissement réciproques, et aussi si la France et la Chine pourraient profiter de cette opportunité historique, donc la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, on pourrait redonner un élan de la coopération économique entre les deux pays, et ceci servira d'exemple au monde entier que la coopération économique et technologique dans des domaines qui concernent le destin de l'humanité, car ça touche le changement climatique de notre planète, non seulement de la Chine ou de la France, mais aussi de notre planète. Donc si on peut trouver des points communs et des intérêts communs pour œuvrer dans la même direction, ceci pourrait donner un exemple au monde entier. En dépit de leur divergence d'opinion sur beaucoup d'issues, on pourrait au moins trouver un minimum d'entente sur les tâches immédiates à accomplir pour prévenir un désastre de l'humanité, c'est-à-dire le changement climatique, c'est-à-dire le manque de croissance, etc. Donc finalement, en gros, quelle est votre estimation sur l'économie chinoise en 2024? On a parlé de beaucoup de défis, oui. Vous avez parlé beaucoup de nouveaux moteurs de croissance. Est-ce que donc le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est qu'on aura une reprise de la croissance assez robuste en 2024. Puis en plus, en 2024, si vous regardez l'investissement chinois à travers le monde, la contribution de la croissance chinoise à la croissance mondiale serait beaucoup plus grande que 30%, car la contribution de la croissance chinoise à la croissance mondiale était supérieure à 30%. Mais si on compte le rôle que joue le marché chinois et le rôle que joue l'investissement chinois à l'étranger, eh bien, la contribution chinoise à la croissance mondiale était très grande. Et en 2024, je pense qu'elle serait de plus en plus importante. On va le sentir, on va sentir l'importance de l'économie chinoise sur l'économie mondiale de façon de plus en plus remarquable. Je vous remercie, M. Ding Yingfan, d'avoir participé à notre émission. Merci. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.